Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Aujourd'hui, sujet un peu particulier, Troisième Guerre mondiale. C'est un scénario qu'on envisage depuis ce début du conflit russo-ukrainien. Est-ce que finalement on va finir par y arriver à cette Troisième Guerre mondiale ou c'est un mythe? Alors, la Troisième Guerre mondiale, moi je pense quand même qu'il faut rester raisonnable, mais je vais commencer avec le côté inquiétant. Et après, je verrai, on verra mettre des bémols dans tout ça, parce qu'il faut toujours raison garder. C'est d'ailleurs l'option que j'ai prise dans ma dernière tribune à Valeurs Actuelles, mais également dans une tribune qui, elle, n'était pas payante sur la revue Le Diplomate.media. Pour nos auditeurs, c'est une revue qui s'intéresse beaucoup à la géopolitique, le Diplomate.media, et j'explique tout ça en long et en large, un gros article. Mais grosso modo, il y a une véritable escalade. Biden, premier scénario, parce qu'en géopolitique, il n'y a jamais un seul scénario, c'est pas noir et blanc. Si le scénario est celui-ci, je vais l'appeler le scénario 1. Dans le scénario 1, Biden et Trump se sont rencontrés, ils n'étaient pas d'accord sur certains points. Biden est persuadé qu'il va y avoir une paix au détriment de l'Ukraine très bientôt. Il essaie de mettre le maximum d'argent à disposition des Ukrainiens parce qu'il restait un quota d'argent à donner. Il accélère le transfert d'aide, mais aussi le transfert de missiles, dont les fameux missiles soi-disant de longue portée, qui sont en fait des missiles qui vont à 300 km, c'est pas du tout de longue portée au sens stratégique, mais on appelle ça longue portée, alors que la vraie longue portée, ce serait intercontinentale. Mais voilà, c'est un abus de langage, parce que ça dépend du type de missile. Et donc, Biden fait le maximum, non pas pour aller vers une guerre mondiale, mais pour essayer peut-être d'engager Trump, malgré lui, dans une continuité de la guerre, dans l'option où Poutine ne supporterait pas la violation de la sanctuarisation de la Russie. Pour nos auditeurs, un pays qui a la bombe nucléaire, normalement, il est sanctuarisé. On n'ose pas, même si c'est pas vrai, mais théoriquement, on n'ose pas attaquer le sol d'un pays sanctuarisé par l'arme atomique. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, les Américains disaient no boot on the ground et ils disaient pas d'armes américaines qui permettent de frapper le territoire russe en profondeur, même si c'est que 300 km, c'est que la région de Koursk. Mais donc ces lignes rouges ont été franchies. L'idée, c'est de pousser Trump à l'erreur, pardon, Monsieur Poutine à l'erreur, et même l'armée en général russe à l'erreur, dans une représaille qui elle-même obligerait l'OTAN et surtout les États-Unis à aller un peu plus en force dans cette montée en puissance, dans cette surenchère. Et là, ça pourrait créer un engrenage qui obligerait Trump à hériter d'une situation dans laquelle des intérêts américains auraient été trop gravement frappés, ça a déjà été le cas, par des alliés de la Russie, mais là, on sait que ce serait une revanche. Vous savez, parmi les options de représailles, il n'y avait pas que ce test avec un missile SR-26, qui est en fait un missile hypersonique, non pas intercontinental, comme on a dit, mais de portée intermédiaire, dont des essais, dont des accords avaient interdit la prolifération, mais les Américains étaient sortis des accords et les Russes eux-mêmes ont fait pareil. Et ce missile, qui est en fait d'une portée de 500 à 5500 kilomètres, a été utilisé. Il a 6 ogives qui vont dans plusieurs directions, avec très peu de charges explosives. C'était vraiment une démonstration de ce qu'on est capable d'atteindre, un peu comme Israël. Quand Israël a riposté aux Iraniens, ils n'ont pas fait énormément de dégâts, même s'ils ont détruit des radars et des installations militaires. Et ils ont surtout montré, je peux frapper à tel endroit sans être intercepté par des missiles furtifs ou des missiles indétectables. Et c'est un petit peu la même chose. Donc on est dans un dialogue stratégique, mais c'est vrai que on n'est pas à l'abri d'un dérapage où le fameux Poutine, qui a beaucoup de sang-froid, qui vient du KGB, qui est un animal froid. Rappelez-vous quand les Turcs avaient abattu un Sukhoi russe. Certains avaient été étonnés par la lenteur de la réaction de Poutine. Certains l'ont même traité de lâche, qui se couchait devant les Turcs. En réalité, des militaires turcs ont été tués 1 an et demi plus tard, par hasard, dans un dommage collatéral. Et il y a eu une vengeance. Mais sur le coup, on avait dit, c'est bizarre, il ne réagit pas, il se couche devant, quand on est plus fort, en fait, il se couche. Ça serait allé un peu vite en besogne. C'est un peu le calcul des Occidentaux. En fait, c'est un faux courageux. Il est fort avec les faibles, il est faible avec les forts. Si on montre la force, il va comprendre que ça, c'est dangereux parce que c'est comme dans la rue, quand vous voyez quelqu'un de très costaud, mais qui a l'air qui a l'air pas gentil, mais qui a l'air froid.
vous l'insultez, il ne réagit pas, hein, vous êtes un peu le Roquet, et vous vous dites, finalement, ce gros épagnol breton, il a l'air costaud, mais il n'est pas agressif, il encaisse les coups, je peux y aller, et d'ailleurs, il respecte la force, puis tout à coup, vous vous approchez trop proche de ce qu'on appelle le périmètre de sécurité, comme on dit dans les arts martiaux, et la personne vous emplâtre alors que vous pensez qu'il avait tellement de capacité à l'endurance qu'il n'allait pas réagir. Donc c'est quand même toujours dangereux de dire pas chiche à quelqu'un qui est extrêmement dangereux, potentiellement, qui a un arsenal incroyable à sa disposition et qui commence à manquer un peu d'hommes. On voit, il fait venir des Nord-Coréens, on l'a beaucoup médiatisé, alors qu'en fait, il a fait venir encore plus de Colombiens. Ça, personne n'en parle dans les médias. Il y a des mercenaires de plusieurs pays, notamment latino-américains. On parle bientôt de Yéménites. Donc, en gros, si vous voulez, les Occidentaux, Biden, ça c'est le premier scénario, auraient voulu entraîner Trump dans une guerre qu'il ne veut pas, pour être sûr qu'il n'arrête pas, et surtout si les intérêts américains sont frappés soit en Ukraine, soit dans des pays de l'OTAN, ça je n'y crois pas du tout, mais ce qui est le plus probable, c'est des intérêts américains en Irak, au Yémen ou dans le monde, des intérêts américains en dehors du territoire américain et en dehors d'un territoire nucléaire ou en dehors d'un territoire membre de l'OTAN, ça c'est parfaitement possible, ça pourrait obliger les Américains, pour une question de fierté nationale, à réagir et ça rendrait très difficile une position pacifique de Trump qui serait obligé de défendre des intérêts américains qui auraient été menacés je ne sais où, dans le Golfe ou ailleurs. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario qui commence à monter, on en parle de plus en plus. Trump et Biden se seraient parfaitement entendus sur certains dossiers, notamment une continuité dans les deux administrations et un point d'accord qui serait le suivant. Biden veut continuer à aider les Ukrainiens. Et Trump veut négocier très rapidement, il l'a bien dit, pas avant, une fois qu'il arrive au pouvoir. En attendant, des deux côtés, carte blanche, on y va à fond, on avance les pions au maximum, et l'idée c'est d'arriver chacun, les Russes de leur côté, c'est leur intérêt, puisque Trump a dit à partir du 20 janvier, je veux qu'on trouve une solution. Avant, faites ce que vous voulez, il a dit pareil aux Israéliens. On trouve une solution dès que j'arrive au pouvoir, donc tout ce que vous voulez gagner comme territoire, ça vaut autant pour le dossier israélien que le dossier ukrainien. Faites-le avant que j'arrive. Une fois que j'arrive, je veux trouver une déconfliction très rapide, voire des accords de paix. Et dans ce deuxième scénario, ils auraient pu s'entendre sur un point de convergence. Biden veut continuer à aider les Ukrainiens et Trump, sa technique du deal, c'est toujours la force. Je deal en montrant que si on deal avec moi, on peut perdre un peu. Vous savez, c'est le secret du deal, on perd tous un peu. Il faut que tout le monde soit un peu mécontent. Mais si vous ne m'écoutez pas, vous pouvez risquer de tout perdre. Et il peut le dire aux deux camps. Et donc là, Biden lui aurait dit, si tu ne mets pas en question ce à quoi je vais procéder, ça peut même t'être utile à toi-même, parce que quand tu voudras négocier le 20 janvier, si tu arrives faible, avec juste une volonté de faire la paix avec la Russie. Et si la Russie, d'ici 2 mois, gagne beaucoup de terrain, ce qui est possible pendant l'hiver, parce qu'ils veulent mettre le paquet, tu arriveras un peu comme un faible en négociation. Par contre, si on a montré qu'on peut avoir des missiles qui frappent 300 km et à chaque fois on franchit une ligne rouge, peut-être bientôt 500 km, peut-être bientôt 700 km, 1000 km, et donc rendre Moscou extrêmement vulnérable, même s'il y a déjà des attaques sur Moscou. Vous savez qu'il y a un système antimissile et interception au-dessus de Moscou. Il y a constamment des alertes. Mais là, ça deviendrait très létal parce que ces armes, les ATACMS ou les Storm Shadow et bientôt les Scalp français aussi, ces armes sont capables d'être extrêmement précises. C'est pour ça qu'il faut des militaires occidentaux, et c'est pour ça qu'on est à la preuve qu'il y a des militaires occidentaux. Les Européens ne l'ont pas dit, les Américains non plus. Et là, depuis 24 heures, on commence à avouer du côté de l'OTAN qu'effectivement, ces armes ne fonctionnent que s'il y a des codes de guidage qui sont donnés par les techniciens militaires occidentaux et qui souvent sont consultés. On leur donne le plan d'action. Les Ukrainiens disent on veut frapper telle cible et les techniciens occidentaux préparent carrément la frappe au niveau électronique et au niveau guidage et beaucoup même sont carrément sur le terrain. Donc depuis le 6 août dernier, l'invasion d'un territoire autour de Koursk et depuis ces attaques MS dont on a donné le feu vert, mais en fait il y avait aussi des Storm Shadow anglais. Stammer, le Premier ministre anglais, a également donné un feu vert. Eh bien, on a ces deux options. Soit ils se sont entendus, soit ils ne s'entendent pas.
Dans le cas où ils ne s'entendraient pas, ce serait dangereux, ce serait la solution la plus problématique, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de coordination et il y aurait une politique un peu presque folle de Biden qui veut rentrer dans l'histoire, quitte à risquer une troisième guerre mondiale, alors que je pense plutôt qu'il s'agit de la première option pour conclure, puisque Waltz, Michael Waltz, qui est le futur chef de la sécurité nationale, qui va être un petit peu dans le duo avec Mario Rubio, et ce sont deux néoconservateurs assez bellicistes. Lui, qui est plutôt anti-russe et très anti-iranien et très pro-israélien, donc c'est pas un pacifiste. Waltz lui-même a dit, certes il n'est pas encore dans ses fonctions, il a dit ce serait une erreur de croire qu'il n'y a pas de coordination entre les deux administrations, et au cas où on n'ait pas compris, il a précisé que c'était dans l'intérêt de l'Amérique d'arriver en position de force, et donc ce qu'a fait Biden pourrait même être utile pour l'administration américaine pour arriver en négociation avec une capacité de nuisance, parce que vous savez qu'en politique comme en géopolitique, un grand homme politique m'a dit il y a 25 ans que le secret de la politique, c'est la capacité de nuisance, démontrer qu'on a une capacité de nuisance. Alors, justement, il y a de nombreuses recommandations qui sont données par européennes, notamment aux entreprises. Oui. On leur suggère de se préparer à une potentielle guerre. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour inquiéter ou justement pour rassurer? Alors ça, je pense qu'on nous prépare avec le terme Troisième Guerre mondiale, avec le terme guerre, notre chef d'état-major des armées et d'autres, et le chef des opérations militaires de l'OTAN, l'amiral qui s'est exprimé récemment, mais également aussi des ministres ou des premiers ministres en Pologne, en Europe du Nord. Ces jours-ci, de nombreuses voix, en France, comme en Europe du Nord, comme en Allemagne, comme au niveau de l'OTAN, ont parlé d'une guerre, d'une possible entrée en guerre, d'une mondialisation de la guerre. Et en fait, je pense plutôt qu'on nous prépare à des sacrifices pour augmenter les budgets. Pour augmenter les budgets militaires, qui n'étaient même pas à 1%, vers 2% là sur le papier, mais ce n'est pas encore acté, mais pour augmenter de 1 à 2 et de 2 à 3%, ce qui était énorme pour les Européens, qui n'étaient même pas pour certains, même pas à 1%, il va falloir consentir à des sacrifices. Ce sera de l'argent en moins pour des médicaments, pour les hôpitaux, pour des prisons, ce sera de l'argent en moins pour le welfare state, et ça veut dire aussi un peu plus, enfin ça va être des vaches maigres, ça va être aussi, si on veut prendre le relais des Américains qui risquent de lâcher l'aide massive à l'Ukraine, c'est l'Europe qui va être chargée de reconstruire l'Ukraine et de payer les troupes qui seront sur la zone de démilitarisation qu'a prévu M. Trump. Tout ça, ça va demander des sacrifices énormes. Ça va être peut-être 10 fois plus cher, enfin peut-être 5 à 10 fois plus cher que la reconstruction de l'Allemagne, qui avait coûté extrêmement cher dans le cadre de la réunification à l'Allemagne de l'Ouest. Ça va être la même chose, mais en beaucoup plus grand, parce que l'Ukraine va être complètement dévastée. Des villes entières ont été rasées, un peu comme Alep. C'est la technique soviétique et ensuite russe de résilience et de victoire dans le temps. À chaque fois, on dit les Russes se sont pris à tel endroit une claque. Non, en fait, il faut juger toujours sur le temps. Alep, on avait dit que les Russes avaient perdu Alep. 2 ans après, ils l'ont rasé, ils l'ont reprise en Syrie. Et là, c'est pareil, on avait crié victoire pour les Ukrainiens quand il y avait eu les contre-offensives. Et là, maintenant, tous les scénarios, apparemment, nous orientent vers une défaite de l'armée ukrainienne, peut-être pas totale, mais une défaite stratégique. Il restera des poches de résistance. À mon avis, ce ne sera pas facile pour les Russes, mais probablement, ils ont gagné déjà 20% du territoire. Donc voilà, on est dans ce contexte. Et les entreprises, justement, c'est le problème d'un pays libéral. Un pays marxiste ou un pays totalitaire ou un pays dictatorial, comme la Chine par exemple, c'est facile d'obliger toutes les entreprises à passer en économie de guerre parce qu'elles n'ont pas le choix, elles ont un flingue sur la tempe. On se rappelle du président de Alibaba, Jack Ma, qui n'était pas d'accord pour d'autres raisons, sur d'autres thèmes, avec le pouvoir chinois. Il a disparu pendant plusieurs mois, il a fait son autocritique, blanc, traumatisé, puis il a probablement été torturé, et il est revenu dans le giron. Donc c'est facile pour une dictature ou un pays autoritaire de donner des ordres à l'industrie civile. Mais nous, nos industries, c'est des industries civiles, c'est des industries privées. La plupart des fabricants d'armes, il n'y a pratiquement pas de fabricants d'État. Il y a la DGA
la Direction générale de l'armement qui gère tout ça, mais ce sont souvent les entreprises privées à qui on passe des commandes, en Amérique comme en Europe. J'en parlais avec un grand général français, dont je ne donnerai pas le nom justement ce matin. Il me disait que même l'Amérique, qui soi-disant est en avance sur nous, a énormément de retard. Il y a plein de matériel qu'elle n'a plus en nombre suffisant. Nous-mêmes, nous nous sommes délestés de la moitié de nos canons César. On n'a même pas de quoi tenir 15 jours si nous étions en situation de belligérance de haute intensité en termes d'hommes, de munitions, d'approvisionnement, de gros avions transporteurs, même de drones. On est en retard. On est totalement en retard sur les drones. Les drones, c'est ce qui fait gagner une guerre aujourd'hui, ou c'est ce qui contribue à faire gagner une guerre. Tout le monde est terrifié par les drones, même les chars. Les chars ne sont plus l'élément principal parce que les drones peuvent annuler l'utilité des chars. Et on voit bien donc que nous avons énormément de retard avec notre ligne Maginot du nucléaire qui nous a laissé prendre beaucoup de retard sur le reste parce qu'on se croit protégé par le nucléaire. Le nucléaire ne vous protège pas d'un voisin tout près. Parce que sinon, vous vous nucléarisez vous-même. On le voit bien, hein, c'est comme Israël. Le nucléaire ne sert à rien pour Israël pour combattre le Hezbollah. Il ne peut pas frapper à 3 km de sa frontière. Donc voilà, pour vous répondre, c'est un peu l'idée de faire peur à nos entreprises pour les préparer à des réquisitions, à des obligations, à des agendas, et aussi pour créer un climat psychologique qui va motiver certaines entreprises qui ne voient pas du tout l'intérêt de fabriquer plus certaines armes. C'est une façon de préparer aussi les ordres masqués qui vont être donnés à nos entreprises pour essayer, non pas de préparer la Troisième Guerre mondiale, je pense plutôt qu'on nous prépare à faire un flanc est-européen renforcé pour être sûr que quand les Américains vont passer le relais aux Européens, les Européens aient les moyens de tenir la ligne de démarcation qui séparera la Russie, l'Ukraine russe annexée par la Russie et l'Ukraine ukrainienne. Et comme c'est pas sûr, il y a peu de chances qu'elle adhère à l'OTAN parce que ça va faire partie du deal pour avoir un cessez-le-feu de remettre dans 20 ans l'adhésion à l'OTAN. Entre-temps, il faudra quand même des forces non OTAN mais qui seront des forces ad hoc européennes qui donnent une garantie de sécurité à l'Ukraine en plus de l'Amérique. Donc le gros de l'effort sera fait par les Européens. Ça veut dire qu'il faut qu'on produise beaucoup plus d'armement et on prépare nos entreprises à cela. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette phrase. Pour continuer sur les questions des auditeurs, on a une question de Arthur Villancourt. Oui. Je demande, qui affirme, d'ailleurs c'est même pas une question, qui affirme, aujourd'hui la Russie est en train de gagner militairement de plus en plus de territoires et une économie qui se porte de mieux en mieux. Pourquoi ferait-elle la paix ? Alors, il est vrai que le gros problème que nous avons aujourd'hui, j'en parlais toujours avec ce général, si les Russes voient qu'ils n'ont pas intérêt à faire la paix parce que leur idée, ce serait quand même de renverser le pouvoir en Ukraine pour être sûr que le pays ne se réarme pas. Rappelez-vous les accords de Minsk, les Russes y ont cru. Hollande et Merkel ont reconnu que ce n'était pas fait pour être tenu, c'était fait pour gagner du temps, c'était une tromperie pour permettre aux Ukrainiens de se réarmer. Les Russes ne veulent pas se faire avoir une deuxième fois, donc ils ne croiront pas à un accord de paix qui permet au régime ukrainien de rester en place et, soi-disant, au nom des garanties de sécurité, que son armée puisse se renforcer. L'objectif de guerre maximal des Russes, ce serait de renverser le pouvoir à Kiev et de mettre un pouvoir qui fera en sorte que l'armée kievienne ne puisse pas recommencer à menacer le Donbass et la Crimée de manière massive, comme c'était le cas avant 2022, et ce qui a, je ne dis pas que ça justifie, mais ce qui a déclenché l'invasion russe qui aurait pu être faite dès 2016, c'était justement ça, une fois que l'armée kievienne ukrainienne était certaine de pouvoir attaquer le Donbass avec 60 000 hommes qui étaient massés à la frontière du Donbass. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre un petit peu la chose, à mon avis. Une dernière question aussi d'un de nos auditeurs, donc Alexandre qui dit l'Ukraine a-t-elle encore un avenir au sein de l'Europe? Si oui, en quoi sommes-nous perdants? Alors, l'Ukraine a un avenir dans l'Europe parce que, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, qu'on le regrette ou pas, l'Ukraine n'était pas promise à l'Union européenne, elle n'était pas promise à l'OTAN, parce qu'il y avait un problème de conflit qui bloquait les deux choses. Et la guerre qui a été provoquée par Vladimir Poutine et cette opération spéciale et cette invasion ont eu comme conséquence mécanique des accords bilatéraux qui ont été signés entre la plupart des grandes capitales européennes. Ça a commencé avec l'Angleterre, la Pologne, bien sûr ensuite la France, l'Italie. Même si l'Italie ne veut pas livrer d'armes qui touchent le territoire russe, l'Italie a été un grand partenaire de l'Ukraine. Et on a tous signé des traités bilatéraux de solidarité, en plus des accords européens gérés par Bruxelles, de solidarité collective.
Et donc, on a quand même promis beaucoup à l'Ukraine au niveau européen. Je ne pense pas que l'adhésion à l'Union européenne soit possible rapidement, pour une raison très simple. J'en parlais avec quelqu'un de la Commission européenne récemment, que je vois régulièrement à Bruxelles. Il était plié de rire quand je lui ai dit, apparemment, dans le plan Trump, il y aura non pas une adhésion à l'OTAN qui va être reculée ou ajournée ou annulée, mais il y aura une adhésion à l'Union européenne accélérée. Il a éclaté de rire parce qu'il me dit ça marche pas comme ça. Le droit européen, on ne peut pas accélérer tant qu'on n'a pas réformé toutes les institutions. Le droit européen, vous êtes candidat. On accepte votre candidature, ce qui est le cas. Ensuite, on commence les négociations en vue de l'adhésion pour que le pays candidat se conforme à 35 chapitres de l'acquis communautaire. Et on l'a vu pour la Turquie. La Turquie a été acceptée comme candidat. Chirac, Berlusconi étaient à fond pour. Bien sûr, l'Angleterre et même l'Allemagne avaient enlevé son veto. Il n'y avait pas une volonté de freiner. Mais l'administration bruxelloise, les 35 chapitres, ça peut être la pêche, les échanges entre les pays. Et par exemple, la Turquie voulait bloquer les échanges par Chypre. Les ports et les aéroports ne pouvaient pas être reconnus par la Turquie qui considérait que reconnaître l'ouverture des ports et des aéroports, c'était une reconnaissance implicite de la République de Chypre. Donc on voit que quand les pays ont des problèmes géopolitiques importants, il y a plein de chapitres, commerce, union douanière, aéronautique, mais aussi des problèmes liés aux droits de l'homme, à la transparence. Regardez en Ukraine par exemple, l'opposition est totalement muselée, elle a été emprisonnée. Toutes les forces d'opposition sont en prison ou extradées, comme Medvedchuk, l'ancien chef et oligarque patron du parti des régions. Donc pour la démocratie, la transparence, le statut des minorités, les Hongrois qui sont persécutés, ne parlons pas des Russes, hein, rien que les Hongrois, on a plein de questions, droits de l'homme, transparence, corruption, système bancaire, libéralisme économique, droit de la presse, droit de l'opposition, sans parler des normes ISO 2000, ISO de tout ce que vous voulez, toutes les normes bureaucratiques qui font qu'on ne peut pas exporter un pays s'il n'est pas dans telle norme. Or, les normes ukrainiennes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était des normes russes qui étaient plus compatibles avec l'union douanière russe que Yanukovych avait voulu signer en 2014, beaucoup plus qu'avec l'Union européenne et l'Union douanière européenne et les accords d'association avec l'Union européenne que justement Yanukovych n'a pas pu signer en 2014, et on lui a reproché, parce qu'il ne pouvait pas. Les normes des deux blocs, l'Union douanière russe ou eurasiatique et l'accord d'association avec l'Union européenne, les deux normes n'étaient pas compatibles. Donc on voit bien que la question de la bureaucratie, du droit, des normes, de l'acquis communautaire, une espèce de jargon que personne ne comprend, mais l'acquis communautaire, ça veut dire toutes les normes de l'Union européenne auxquelles on doit se conformer au-delà des critères de Copenhague. Critères de Copenhague, c'est pour être candidat. Quand vous êtes candidat accepté avec ouverture des négociations, c'est extrêmement normatif, c'est extrêmement bureaucratique. Ça va être très difficile de s'asseoir sur la liberté de l'opposition, la transparence du système bancaire, la lutte contre la corruption. Et j'ai rencontré récemment un très haut responsable américain qui n'a pas voulu préciser le département dans lequel il travaillait, mais il travaillait à très haut niveau pour une des 17 agences de renseignement, et il était chargé du dossier ukrainien, et il me disait, l'une des conditions que Trump va mettre pour éventuellement aider un petit peu les Ukrainiens, il y en a deux. Premièrement, donner les noms de toutes les sociétés offshore, à Chypre ou ailleurs, qui ont de manière massive, énormément détourné des milliards donnés par l'administration américaine et par l'Union européenne. Et ce monsieur, il vient de l'administration Biden. Là, il rejoint l'administration Trump, comme certains du Deep State. Vous savez, il y a des gens qui restent selon les différents présidents. Et il me disait, donc la première condition, c'est qu'ils arrêtent une méga corruption et qu'ils remboursent. Deuxième condition, qu'ils mettent en pole position les entreprises américaines pour la reconstruction de l'Ukraine, figurez-vous, avec l'argent européen en grande partie. Donc en gros, l'Europe va être le dindon de la farce qui va payer la reconstruction, mais l'une des conditions d'un minimum d'aide américaine dans le futur, malgré les promesses de désengagement de Trump, ça va être justement mettre en avant
les boîtes américaines, et notamment les grands consortiums BlackRock, Blackstone et Vanguard et compagnie, qui ont énormément d'intérêt en Ukraine, non seulement pour la reconstruction immobilière, etc., mais aussi pour les terres de très très bonne qualité, sont les meilleures du monde pour le blé, mais aussi Westinghouse, l'entreprise nucléaire américaine, est très bien pole positionné en Ukraine pour éventuellement, pourquoi pas même permettre à l'Ukraine de redevenir une puissance nucléaire. Ça va faire partie aussi des, entre guillemets, des garanties de sécurité que certains veulent négocier si du côté russe il y a une menace persistante. Donc tout ça est en train d'être négocié, c'est très très complexe et on voit bien que l'argument économique est majeur et Trump va faire un deal. Et si l'Amérique a un intérêt à continuer à aider les Ukrainiens, même s'ils veulent faire la paix, eh bien, ils continueront à aider les Ukrainiens. Tout est négociable. Tout est une question de America First. S'il y a du fric qui va être ramené dans les boîtes et les caisses des Américains grâce aux métaux précieux, grâce à l'énergie, aux centrales électriques, hydroélectriques. Il y a aussi du gaz offshore qui a été découvert dans toute la mer Noire, des énormes réserves de gaz offshore. Si vous voulez, les intérêts énergétiques, métaux précieux, matières rares et matières critiques en Ukraine sont gigantesques, sans parler du savoir-faire des ingénieurs ukrainiens. Par exemple, le fameux missile qu'on appelle Satan, qui a 10 ou 12 têtes, qui pourrait détruire un pays entier comme l'Angleterre, c'est un Ukrainien qui l'a fabriqué. Les Ukrainiens étaient en plus des cerveaux, des ingénieurs de l'Union soviétique. Donc, il y a un énorme acquis qui peut être très intéressant pour des grosses boîtes, sans parler des groupes pharmaceutiques avec les labos en Ukraine, etc. Alexandre Delval, merci. À vous. Et à la prochaine vidéo. Avec plaisir.